printemps, ou sentit une brise légère, vivante, chargée de printemps et du parfum des lilas. Mais il n'en fallait pas plus. Un léger battement d'ailes, une chansonnette, l'éclosion spontanée d'un instant, quelques gouttes de pluie, il nous a entendus. Il est promptement descendu des hauteurs célestes, les bras chargés, les poches pleines de lettres saupoudrées de poussière d'étoiles, de bonnes nouvelles, de promesses, de mélodies. À l'un, il a rendu son enfance, à l'autre, il a apporté une invitation à l'éternité. À l'un, l'odeur des pins, à l'autre, leur murmure. Certains ont prétendu qu'ils sentaient la bête, la rose sauvage, la forêt vierge, la mer après l'orage, mais qu'ils sentaient aussi l'homme. Il nous a tous pris dans ses bras. Il nous a rassurés en nous effleurant de ses ailes, gracieuses, en chuchotant, en versant quelques larmes. Nous n'avons pas rêvé, car nous étions depuis longtemps à court de rêves. Si nous pouvions, nous ne l'avons jamais pu, mettre en commun toutes ces images, les échanger entre nous, nous serions capables de lui donner forme, d'achever son histoire et de la conserver. Mais peut-être ne le pourrions-nous pas, car nous l'avons perdu depuis longtemps et à tout jamais. Il était très là, épuisé, enfoui dans la grisaille de la faim, de la soif, de la solitude, sa tête reposée sur ses genoux, ses cheveux pendés. Pourtant, un instant, j'ai entrevu ses yeux énigmatiques qui n'ont pas leur pareil. Il était fait d'une autre substance que nous, de l'errance du désir, de l'errance du clair de lune, de rêve, de la paire d'ailes argentées que dessine la voie lactée, de vers non formulés, d'un paradis aux couleurs du cœur, et des profondeurs bien réelles de l'enfer. Levant ses yeux perdus dans le vague, il arrachait un fragment du vide et le remplaçait par un monde tout neuf, un monde inouï, fait pour durer, un monde incontestable, vivant, bien réel, où tout s'affirme et s'accomplit. Il était recroquevillé, ployé par la souffrance, mais il avait rassemblé dans son corps les causes de son mal. Ses vêtements étaient déchirés, souillés de terre et de suie. La boue qui dégoûtait de ses ailes trempées formait des plaques autour de lui. Venu des hauteurs célestes, d'un Dieu proche du cœur qu'il avait définitivement quitté, il parcourait en toute hâte, d'un bout à l'autre, la nuit de ce monde. Il était très en retard. Il avait traversé les ténèbres du monde sans même se rendre compte s'il entendait les vivants ou les morts. Il venait vivre parmi nous, passer la nuit, se consumer chez nous. Il connaissait bien des secrets. Il avait vu beaucoup de fautes, de miracles, de crimes, et tous les carrefours de la nature humaine. Il avait tout vu. Il s'était vu lui-même en toutes choses. Il attachait de moins en moins d'importance à notre univers de sons et de concepts, et c'est pourquoi il se taisait. Soudain, il leva la tête et la rejeta vivement en arrière, comme la tête d'un pantin, au risque de se rompre le cou. Il secoua ses cheveux, et l'on entendit un éclat de rire féroce. Ce rire nocturne issu des abysses se répercutait sur les murs, en faisant jaillir des éclats de pierre. Rire sauvage, farouche, grandiose, anonyme. C'était sa façon de montrer ses blessures mortelles. Fleurs rouges, des entailles qui jonchaient son corps, échymoses, brûlures, marques de coups aussi denses qu'une forêt profonde, traces du sang répandu, séchant comme des roses sauvages, ou coulant à plein flot comme un fleuve en crue. Cécile ne pouvait plus bouger. En cet instant d'éternité, je vis son visage coupé en deux par la profonde cicatrice, tué à grosse boue et se muer en un masque furieux. Ensuite, sa tête retomba en avant, et en hommage aux morts, ma mort, la tienne, vint se poser sur ses genoux. Ses regards se brisèrent comme deux branches sèches. Les rideaux géants venus de deux extrémités d'un monde en train de se disloquer recouvrirent ses yeux à nous abandonner. À nous abandonner. Et là, seul, vaincu, éperdu et altier, dans un ultime et immense effort surhumain, il plongea dans ses rêves. Pour moi, depuis longtemps, l'amour n'a qu'un nom qui a effacé tous les autres, Sergio. Le plus souvent, nous dînions tard à la nuit tombée, nous mangions en buvant du vin et en fumant des mets qui en disaient plus long que ses regards et ses silences et qui remuaient et faisaient frémir les sentiments comme les vagues agitent la surface de l'eau. Ensuite, la nuit commençait vraiment, une nuit qui n'appartenait qu'à nous deux,
nous nous couchions tous les soirs à 7 heures, mais souvent, quand le réveil sonnait, nous n'étions pas encore endormis. Il disait que je remplissais toutes les nuits de sa vie et qu'avant, nous étions comme deux gants vides, informes, comme une masse d'eau qui n'a pas rejoint l'océan. Il y avait tout un monde composé des roses rouges de Sergio, de ses poèmes, de ses ardents refrains, aux couleurs de l'arc-en-ciel plein d'espoir, un monde abritant en toute saison des levées de soleil, des bourgeons et une odeur d'herbe fraîche. Je trouvais son sourire un peu surfait, un peu excessif, mais il faut reconnaître qu'il mettait du baume sur les blessures de mon cœur. Il était irrésistible dans sa quête du bonheur. Sergio était lui aussi un étranger dans ce pays, c'était un Espagnol avec un peu de sang arabe, mais il vivait cela comme un invité profitant de l'avare hospitalité européenne. Notre approche de la vie était semblable à notre rapport à l'exil. Conscient de la brièveté de notre séjour en ce monde, il s'efforçait de boire la vie jusqu'à la dernière goutte. Moi, je me cachais craintivement dans l'ombre comme un chat sauvage jeté sur une route loin de sa forêt. J'étais une perpétuelle exilée, lui, un éternel voyageur. J'étais comme un chien errant, malgré mon air grave, mon culte de la liberté, malgré ma carapace, j'étais prête à me donner tout entière pour un peu de tendresse. Sergio, au contraire, pouvait être amoureux, se consumer de passion, s'attacher fortement à quelqu'un, mais il ne renonçait jamais à son égoïsme. Il me regardait toujours d'un air un peu fâché, il est un peu triste, un peu moqueur même, comme une boîte chinoise fragile qu'on ne sait pas par où prendre. Il aimait parler, raconter des histoires banales, joyeuses, touchantes. Son petit village près de Séville, son premier chien, l'accident qu'il avait eu à l'âge de 8 ans et les 18 points de suture qu'on lui avait fait au bras, les 2 hivers glaciaux qu'il avait passés à Oslo, les villes qu'il avait vues, les femmes qu'il avait aimées, son épouse morte de leucémie, ses week-ends de camping dans la forêt noire. Il parlait souvent de son grand-père paternel, un vieux dur à cuire de 95 ans, au dos bien droit, à la poigne ferme, qui n'avait jamais quitté son village plus de 2 jours consécutifs. Il haïssait les grandes villes, les voyages, le téléphone et tous les vins qu'il n'avait pas produits lui-même. Toute sa vie, il n'avait aimé qu'une seule femme. Pendant leurs 65 années de mariage, tous les ans, il lui avait offert un bouquet des premières fleurs du printemps, levé à l'aube. Il cueillait une branche fleurie à chacun des arbres du verger. Pendant 65 ans, ce n'est pas sur les arbres, mais toujours au chevet de son lit que sa femme avait vu les premières fleurs du printemps. 65 printemps, c'est facile à dire, même si, avec le temps, je devrais oublier tout ce qui se rapporte à Sergio. Ces branches printanières ne pourraient pas sortir de ma mémoire. Chaque mois de mai, pour peu que spontanément mon corps s'éveille, l'arbre que Sergio a planté dans mon cœur reverdira et m'offrira un bouquet. Il me disait que mon sourire semblait provoquer en duel, qu'il me donnait une force magique, que mon visage était toujours entouré d'une auréole tragique. Une petite femme toujours vêtue de noir, menue, nerveuse, aux mains tremblantes, aux pommettes saillantes, un visage de type oriental, des yeux gris, énigmatiques. J'étais tout autre pendant l'amour. Il avait compris dès la première étreinte que ses habits de deuil, ses souvenirs effrayants, ses regards graves et douloureux n'étaient pas ma vraie personne. Tu es comme un enfant simple, pur, naturel, innocente. Tu n'as jamais grandi, tu as besoin de tendresse et d'attention 24 heures sur 24. Tu auras beau faire, ma jolie, à nous les hommes, tu ne pourras pas le cacher. Généralement, je me satisfais des histoires que les hommes inventent. Je n'essaye même pas de savoir si elles ont un rapport avec la réalité. C'est trop pénible et trop décevant. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas moi qu'ils aiment, mais le reflet que je leur renvoie d'eux-mêmes. C'est lui qu'ils jugent et déprécient
c'est lui qu'ils quittent, qu'ils aiment et combattent en même temps. D'ailleurs, inévitablement, ces reflets me renvoient aussi mon image et je m'efforce tant que je peux de lui ressembler. Le plus curieux, c'est que j'y parviens fréquemment. Même s'ils étaient sincères, j'ai toujours perçu dans les mots d'amour de Sergio, dans ses compliments, dans ses regards admiratifs, dans ses caresses qui me donnaient un plaisir que nul contact ne m'a jamais procuré, l'orgueil d'un homme victorieux. C'était comme dans mes relations précédentes. Tu vois, ma belle, tu étais dure et impitoyable, tu ne faisais pas de quartier, mais je t'ai vaincue, je t'ai soumise, et j'ai pour récompense ce petit chaton qui ronronne au creux de mes bras. Finalement, Sergio, quoi que tu aies pu me donner, j'avais accepté depuis longtemps, parce que je voulais découvrir une fois encore la joie d'offrir ma confiance, ma soumission, mon abandon inconditionnel à la passion, sans rien attendre en échange, sans même penser au bonheur, et seulement au nom de l'amour. Il n'y a que nous, les femmes, pour savoir nous donner ainsi. Si cela est une défaite, alors votre victoire est une bien pauvre victoire. Quand j'étais avec Sergio, je n'étais pas heureuse, c'était autre chose, j'étais vivante. Je pouvais respirer, j'étais changée, purifiée, sanctifiée, j'étais grandi. Il était le nombril qui me reliait au monde, une porte qui s'ouvrait sur mon passé, grâce au récit que je lui en faisais. J'avais réussi à reprendre contact avec Istanbul, avec mon enfance qui m'avait échappé. Cheminant à pas lents dans cette riche galerie de tableaux de mon ancien pays, je ne me lassais pas de regarder encore et encore, souvenirs, visages, instants. C'était magique, pur, authentique et beau. Mais un beau jour, Sergio s'en est allé, désormais, le monde est plus hostile et plus froid que jamais. Une fois de plus, la réalité m'a écrasé et m'a trahi. Aurais-je pu, quand j'étais avec lui, faire un pas de plus pour m'approcher de la vie? Je ne le crois pas. C'est seulement après la perte d'un amour que j'ai pu vivre et je n'ai pu apprendre la passion qu'après en avoir éprouvé la souffrance. Quoi qu'il en soit, rien, absolument rien, ne peut remplacer ces premiers instants, la passion soudaine qui s'empare des corps, jouissant ensemble de la première extase. C'est naturel et violent comme la confluence de deux rivières, comme si les corps avaient attendu toute la vie cet instant pour s'exprimer, tandis que le monde entier se tait et prête l'oreille. Les solitudes sont oubliées, les blessures sont pensées, un être apeuré qui s'efforce de survivre dans ce monde dangereux, confus et absurde, cherche refuge auprès d'une autre créature et se rassure un instant en accédant à un paradis illusoire. Il entend soudain une musique qui naît de l'incroyable beauté de la vie, musique toujours présente, mais à laquelle nous ne prêtons pas l'oreille. Derrière le mur. Le mur qui te sépare de toi-même est froid, humide, tout percé, excavé par des milliers de mains, couvert de mots que des milliers d'autres mains ont effacés. Avec des traces de doigts, couleur de rose fanée. Rose de ta mémoire, déployées en bouquet, avec leur rouge intense, leurs replis et leurs épines. Par-delà ce mur de pierre, ta voix la mieux assurée parle avec toi. Elle t'appelle. Es-tu là? Et elle te console, te rassure en te disant « Ne t'inquiète pas, nous ne resterons pas longtemps. » Elle te fait penser aux berceuses que chantait ta mère. Mais elle les dit comme une prière ou comme une élégie. Elle extrait les mots de la cage du langage, mots qui se tiennent droit, qui peuvent s'enflammer dans le noir, comme une bougie, que tu peux caresser dans le creux de ta main. Quand les murs s'épaississent, tes rêves s'épanouissent. Tu marches, tu chemines dans le ciel, dans les champs, parmi les sables, à la surface des eaux.
Tu es forcé de lancer à bride abattue les cheveux de ton rêve. Plus vite encore que ce tourbillon qui t'emporte et qui te jette sur les pierres. Une tache sombre devient les yeux d'un homme que tu as aimé, un arbre aux branches chargées de fruits, des forêts impénétrables des continents, des déserts, des caravanes, des voiliers poussés par les vents de ton âme. Histoire sans fin, profusion d'images et de Bonne couleurs. continuation, messieurs, dames. Au revoir. Histoires qui n'atteindront pas l'autre rive et ne reverront jamais le lever du jour. Tu ouvriras les yeux à un monde qui n'a que la couleur de la lumière, si tu désires les ouvrir. Ensuite, dans cette voix qui t'appelle, te console et crie en ton nom, elle se taira, sera fondue dans ta nuit, et la solitude elle-même s'abolira. Quand je l'ai revu, Andrea était devenu un homme de ténèbres. C'était aux premières lueurs d'un jour d'été, avant que la clarté ne se colore. Il était assis devant le bâtiment de pierre, prostré, avachi, dans la lumière fraîche du matin. On aurait dit que la nuit, dans sa course rapide, l'avait laissé là, perché sur les dalles, comme un oiseau bizarre, farouche, à demi aveugle, qu'elle l'avait abandonné à son triste sort, incapable qu'il était de percevoir les choses comme un être humain. Les yeux baissés, il parlait lentement, mais sans s'arrêter. Parfois, il hochait la tête pour étayer ses propos, parfois il répétait plusieurs fois les mêmes mots, ou bien pris de doute. Il prenait un air étonné, balbutiait et reprenait depuis le début. Moi, je suis plutôt pour les formes courtes. Le cœur du labyrinthe. En cheminant dans les méandres déserts du bâtiment de pierre, au long des couloirs secrets enfouis dans une pénombre bleutée, en franchissant des portes qui s'ouvrent et se referment promptement, sans retour possible, comme des tourniquets, tu atteins le cœur du labyrinthe. Un cœur vaste, bien réel, dur comme un coup de poing. C'est une salle vide, froide, blanche comme une pierre tombale, semblable à toutes les salles verrouillées de ta mémoire. Lieu d'où provient la voix que tu entends, qui te parle et t'appelle désespérément. Lieu où te conduit cette mélodie, compagne de ta solitude, faite du murmure du vent dans les coquillages marins, et où se mêle le bruit des gouttes frappant l'eau et le sifflement et le sifflotement des matelots, les battements d'ailes et les chansons d'adieu. Sur les chemins de la terre, tu as laissé derrière toi bien des nuits et des aurores, bien des vies. Tantôt, débordant d'enthousiasme, tu intégrais tout à ton destin, tantôt épuisé, tu te coulais dans le destin de tout ce qui se dressait devant toi, et tu es arrivé ici, dans la dernière salle, sans piliers, sans ornement, sans écho, totalement muette. Envoyé par le sphinx, venu des profondeurs abyssales de l'homme, tu as atteint le cœur excavé du labyrinthe, qui va t'emprunter ta voix. À ce cœur qui bat, pour toutes les choses disparues, ou non encore créées, perdues ou vouées à la perte, dans le silence de cette salle, tu pourras rester éternellement muet et attendre au chevet des défunts. Tu pourras faire ta plus authentique prière, tes plus sincères aveux, et verser sans te gêner les larmes qui se sont accumulées en toi. Tu resteras dans cette salle, devenu ton propre reflet. Tu reviendras en arrière et tu attendras. Ici, tu ne t'exprimeras qu'avec les mots du sang. Tu crieras, tu t'insurgeras, tu appelleras désespérément. Personne ne viendra. Le bourreau et toi, la victime, demeurerez en tête à tête. Vous blottirez l'un contre l'autre pour vous réchauffer, et au lieu de scruter les lointains, vous vous regarderez dans les yeux. Vos larmes se mêleront en ruisselant, elles atteindront le sol et feront leur nid au sein de la terre. Après avoir fait 9 fois le tour du monde des vivants, elles se perdront dans l'invisible. La dernière fois que je t'ai vu, sa tête était tombée lourdement en avant. Ses cheveux cachaient son front et ses yeux. Ce que je craignais le plus en cet instant, c'est qu'il ne lève les yeux sur moi et ne me regarde. Mais en même temps, c'était ce que je désirais le plus, qu'il me regarde, qu'il me voie, qu'il me murmure un mot, qu'il m'adresse un signe, un reproche, un adieu. Il n'en fit rien. C'est ainsi qu'il m'a laissé ses yeux, parce qu'il n'avait personne à me laisser.
Merci. Écrire. Assise dans un café, écrire, partager entre la crainte et la révolte, en ayant honte, en ayant peur de paraître vieux jeu, d'avoir l'air de vouloir se faire remarquer, pattes de mouche précipitée noircissant la feuille blanche, pour bien montrer qu'on n'a pas posé papier et crayon sur la table pour se faire remarquer, phrase rétive qui refuse d'entrer dans le rang, mon stylo paresseux et fantasque tenu entre mes doigts moites de sueur, mon bracelet, œuvre des peaux rouges, lanière de cuir enfilée de perles bleues élevées comme un serpent, comme les méandres d'un bras de l'Amazone en miniature, cigarette finissant de se consumer au bord du cendrier. Au premier froid de la nuit, j'écris seul dans un café. Je bois l'un après l'autre des verres de thé clair. Je fume cigarette sur cigarette pour tâcher d'affronter un peu ma solitude. J'écris dans l'ombre grandissante de la mort. Je suis installé dans l'arrière-salle du restaurant chez Nadja, où les boulettes de viande et la salade de pommes de terre qui étaient qualifiées de cuisine yougoslave avant la guerre de Bosnie sont devenues des spécialités serbes. Le restaurant ferme à 10 heures, mais le café reste ouvert jusqu'à 4 heures du matin. C'est à ma connaissance le seul café de Genève qui rappelle un peu par sa faune les bars d'Intello d'Istanbul. Depuis l'époque de Jean-Jacques Rousseau, Genève a accueilli des tas d'intellectuels, Nabokov, Jung, Hesse ou Lénine, pour ne citer que, mais écrivains et artistes de passage ne traînent pas dans les rues. J'en suis à me demander où peuvent bien passer tous ces gens de plume, cinéastes, artistes, peintres ou musiciens célèbres qui viennent ici à l'occasion de festivals internationaux, expositions et conférences. De deux choses l'une, ou bien je les crois sans les reconnaître, ou bien, et c'est beaucoup plus probable, ils sont dans des restaurants devant lesquels je n'ose même pas passer et dans les bars d'hôtel 5 étoiles. Il y a dans ce café un autre habitué, un autre oiseau de nuit de mon espèce, c'est un Français, affublé d'un cache-nez, assis devant un monceau de livres d'histoire. Il reste là jusqu'à ce qu'on ferme, à lire et à prendre des notes en grillant des clopes. C'est sans doute un enseignant de l'université de Genève. Entre ce quadragénaire plutôt joli garçon, malgré ses quelques cheveux gris, et moi-même, s'est instaurée une relation subtile. Sans même connaître nos noms respectifs, nous restons là toute la nuit l'un près de l'autre. Il est visiblement intrigué par cette femme borgne qui écrit inlassablement et ne sourit jamais. Au début, il posait les yeux sur moi et souriait à tout propos, avec l'évident désir d'engager la conversation. Il devait se figurer que j'étais une femme écrivain du tiers-monde qui avait perdu un œil en combattant pour la démocratie. Quant à moi, en digne femme turque, je baissais les yeux, l'air bougon, et lui décochait des regards revêches, tout cela bien entendu parce que je le trouvais séduisant. Les jours et les semaines ont passé, nous nous sommes habitués l'un à l'autre, et le besoin de faire connaissance a disparu de lui-même, une façon comme une autre d'éviter les désillusions. C'est ici, chez Nadja, que Michel est né. La nuit où je décidais d'écrire son histoire, j'étais avec Sergio. Nous venions de finir de dîner et avions allumé une cigarette lorsque fit son entrée dans le restaurant le couple le plus singulier que j'ai vu de toute ma vie. L'homme avait au moins 65 ou 70 ans, portait un smoking noir avec un œillet rouge à la boutonnière et tenait à la main un étui de violon. À en croire Sergio qui s'y connaissait, son habit valait au moins 5 000 $. Elle n'avait pas plus de 22 ou 23 ans, était grande et mince et d'une incroyable beauté. Un œillet rouge était fixé sur sa somptueuse robe de soie, noire elle aussi, qui traînait jusqu'à terre. Ils ne commandèrent que du vin, qu'ils dégustèrent posément, en se dévorant des yeux. Après quoi, il tira le violon de son étui et, sans la quitter des yeux, interpréta l'une après l'autre plusieurs sonates. Elle avait les yeux fixés sur lui,
mais jetait de loin en loin des regards discrets vers les autres tables pour voir l'effet produit. À un certain moment, nos regards se croisèrent et elle sourit timidement en levant un peu les sourcils. Quand ce fut l'heure de fermer le restaurant, il rangea le violon dans son étui et l'étrange couple, toujours sans rien dire, gagna prestement la sortie. Quant à nous, muets de stupeur, nous nous demandions si nous n'avions pas rêvé. C'est cette nuit-là, en rentrant chez moi, que je décidai d'écrire un récit, l'histoire d'amour de cette jeune beauté. Quand je l'ai revu, il était devenu un homme de ténèbres. C'était aux premières lueurs d'un jour d'été, avant que la clarté ne se colore. Il était assis devant le bâtiment de pierre, prostré, dans la fraîcheur humide du matin. Il semblait ne même pas remarquer la lumière du jour. Tout s'illuminait et lui restait seul dans l'ombre. Les yeux baissés, il parlait lentement, sans s'arrêter. Il répétait plusieurs fois les mêmes mots, où il prenait un air étonné, et il reprenait depuis le début. Il parlait sans arrêt, parfois surpris par les mots, parfois en montant le ton. Ses veines étaient bleues, son visage immobile semblait une forêt impénétrable. Son corps se balançait d'un côté à l'autre. Ses doigts ne restaient jamais en repos. Ils se tendaient pour désigner, se joignaient, s'écartaient, pétrissant obstinément une invisible glaise. Il cachait les mots dans le creux de sa main, comme un morceau de pain volé. Il les réchauffait, il en ôtait de gros fragments qu'il façonnait l'un après l'autre. Ses propos montaient, descendaient, sans jamais atteindre la note extrême. Ils étaient pleins de rebondissements, de détours et d'impasses. Il ressemblait à un récit ou à un conte. C'était comme un mythe, évoquant la situation instable et vacillante de l'homme. Peut-être écrivait-il une lettre à sa vie, ou alors de simples notes au bas de la page. Il s'efforçait de rassembler des morceaux épars, à l'aide de mots éculés, impersonnels. Il les rapiéçait avec du papier journal. Il tâchait de remettre les objets sans nom éparpillés en tous sens à la place qu'ils avaient perdue à tout jamais. Il se façonnait une âme, ou du moins cette chose que les autres appellent une âme, à partir d'un monde qui n'était que déchets, immondices. Il conversait avec les pierres, avec les dalles imprégnées d'humidité, avec le froid, avec la solitude nocturne, avec le sol enfui sous l'asphalte. Les morts et les racines des arbres, les assassins, les victimes, le feu, le fer, la cendre se mêlaient de nouveau étroitement dans sa mémoire, aux douleurs de l'enfantement. Il était fatigué, épuisé, incapable de faire un pas de plus sur le chemin qui mène à notre univers commun. Il perdait son pantalon, mais son corps amaigri, desséché, était trop lourd pour lui. Il restait là, se balancer devant le bâtiment de pierre, tel un œil qui s'ouvre et se ferme, comme la trace d'une vieille brûlure, comme un grain de beauté sur la peau fripée du monde. Il était incroyablement dépourvu de colère. Il semblait avoir tout compris et tout pardonné. Ses sourcils étaient froncés, son attention concentrée, sa voix claire, grave. Mais parfois, très rarement, il sursautait comme si tous ses muscles se crispaient. Il tremblait comme pris de fièvre. Et un flot de ténèbres submergeait son visage. Merci. Attention que ton ne bascule pas. Attention que ta liseuse ne bascule pas. Ah, n'a jamais pu terminer son histoire.
les cercles de l'enfer sont plus sinueux que la vie de l'homme. Tandis que les jours passaient, que les saisons se succédaient, il a tracé dans l'orbite du bâtiment de pierre des cercles qui tour à tour s'élargissaient et se rétrécissaient. Il a marché, marché, marché sans relâche, jusqu'à tomber sur les dalles, épuisé de fatigue. Sur les chemins de la vie et les rivages de la mort, il est resté tel un rouleau de parchemin froissé devant les portes qu'il n'a jamais été autorisé à franchir, tout tremblant de froid, dans la boue et les traces d'urine. Il a raconté, en riant à tout propos, de plus en plus. Il n'a trouvé personne pour l'écouter. C'est ainsi qu'il a appris à bavarder avec les mots, les oiseaux et les vents. La dernière fois que je l'ai vu, il baissait sa tête alourdie. Ses cheveux cachaient son front et ses yeux. Ce que je craignais le plus, c'était qu'il levât soudain ses yeux sur moi. C'est aussi ce que je désirais le plus, qu'il me regarde, qu'il me voie, qu'il murmure un mot, un signe, un reproche, un adieu. Il n'a rien fait de tout cela. Il m'a laissé ses yeux. Il n'avait personne à me laisser. Bon, bah alors. Voilà. Ils ne commandèrent que du vin qu'ils dégustèrent posément en se dévorant des yeux. Après quoi, il tira le violon de son étui et sans l'acquitter des yeux, interpréta l'une après l'autre plusieurs sonates. Elle avait les yeux fixés sur lui, mais jetait de loin en loin des regards discrets vers les autres tables pour voir l'effet produit. À un certain moment, nos regards se croisèrent et elle sourit timidement en levant un peu les sourcils. Quand ce fut l'heure de fermer le restaurant, il rangea le violon dans son étui et l'étrange couple, toujours sans rien dire, gagna prestement la sortie. Quant à nous, muets de stupeur, nous nous demandions si nous n'avions pas rêvé. C'est cette nuit-là, en rentrant chez moi, que je décidai d'écrire un récit, l'histoire d'amour de cette jeune beauté. Je l'appelais Michel. N'étant pas une mère abusive, je ne voulais pas qu'elle me ressemblât. Je la dotais de ce corps long et gracile dont toutes les femmes rêvent en secret. Je lui donnai l'assurance nécessaire pour mouvoir ce corps, le mettre en valeur et s'en faire une arme. Posé légèrement, comme sur des ressorts, sur ses longues jambes de ballerine, sa démarche évoque les petits bonds d'un moineau prêt à s'envoler. J'ai fait en sorte que la finesse généreuse de ses hanches attire les regards les plus blasés. Quand Michel est en marche, elle tient tête au monde entier. Ce n'est pas du courage, c'est de l'imprudence, de l'audace, du toupet. Elle croit que la mort, la solitude et la vieillesse ne lui font pas peur. En fait, c'est qu'elle n'y songe pas. Malheureusement, ce qu'elle a glané dans les livres, la musique et les films n'est pas d'un grand secours quand on aborde d'aussi graves sujets. Encore assez jeune pour compter un mois à l'avance les jours qui la séparent de son anniversaire, elle n'est pas encore à l'âge où l'on ne peut plus parler d'amour sans sourire d'un air moqueur. Pour ce qui est des hommes, sûre de sa beauté, elle compte sur la chance, mais aucune de ses liaisons n'a atteint le degré de perfection auquel elle aspire. Elle n'a pas un regret pour ce qui lui échappe et se jette les yeux fermés dans chaque nouvelle aventure. Michel prend ce que la vie veut bien lui donner, mais quand aucun homme n'était pris d'elle, le monde lui paraît vieillot, lourd et insipide. Comme Sergio, elle est infatigable dans sa quête d'amour et de bonheur. Ce qu'elle aime, des tas de choses. Les Alpes, la forêt, les couchers et les levées de soleil, Tchaïkovski et Janis Joplin, Aragon, le vin rouge, les cigarettes à bout filtre, les surprises parties du vendredi soir où elle peut s'épanouir, les bars pleins de personnes intéressantes, le café, les pays et les plats exotiques, les amants inopinés. Elle a en horreur l'idée de faire tapisserie, les supermarchés, les voyages organisés, les revues de mode. Quand on lui dit qu'elle ressemble à un mannequin, elle proteste, souligne ses défauts en disant par exemple qu'elle a les pieds trop grands. Elle a un faible pour les foulards, les énormes boucles d'oreilles, les bijoux africains. Elle adore parler d'amour,
dire qu'il est impossible et qu'il n'existe pas, mais en fait, c'est sa façon à elle de susciter une nouvelle idylle. Ajoutez à cela de longs cheveux lisses d'un noir de jais, des yeux de miel très engageants, un rire sonore qui jaillit comme une cascade. Elle a sur l'épaule droite un tatouage qui représente un tigre prêt à bondir sur le chasseur. Nous n'avons qu'un seul point commun, nous sommes toujours vêtus de noir. Il est là, dépourvu de colère. Il semble avoir tout compris et tout pardonné. Ses sourcils sont froncés, son attention concentrée, sa voix claire. Ses yeux s'éteignent, tels deux étoiles mouillées. Dévissant son cœur peu à peu, il parvient à terminer son récit et à le faire fleurir. Ensuite, il se tait. Il est contrarié. Il élève les mains vers le ciel comme pour dire « Voilà, c'est la vie ». Et tel un acteur qui a fini son numéro, il attend les applaudissements de la foule. Ce qui parlait en lui, c'était le langage des blessures, la solitude des marchés, des chalits désertés, les histoires où nul ne passe. C'était le langage des mots arrachés au mutisme, dans le halo d'un silence infranchissable. Si on l'avait entendu, il aurait peut-être, comme le chant des sirènes, attiré à lui le monde des humains pour le briser contre les pierres du bâtiment. Il aurait vu le regard vide du miroir et se serait mué en boue. Mais Andrea ne parlait qu'avec les pierres, avec le silence du sol enfoui sous les pierres. Il parlait avec sa cicatrice, avec sa vie, divisée en deux parties inégales qu'il tenait dans ses mains vides, sans en attendre la réponse. Il finit par rire, il quitta sa propre histoire dans un terrifiant éclat de rire. Il ôta son nom de cet alliage que l'on appelle la vie. Il effaça son nom de ce vaste tableau. Il jeta le monde dans le matin naissant comme on jette une feuille blanche. On entend un cri. Il s'élève, se change en gémissement, s'interrompt. Il gronde comme une avalanche et il t'entraîne au fond des ténèbres et il te jette contre les murs. On ne sait si c'est un cri de femme, d'homme ou de quelque innocente créature. Émane-t-il de son corps ou d'une âme? C'est peut-être le cri que jette le sphinx depuis son gouffre. Toi aussi, si c'est possible, tu dois te tenir prêt. Il faudra décider lequel de tes mois va monter au front et lequel doit battre en retraite. L'un d'eux sera terrorisé. Tu décideras de ce qui peut et ne peut pas être passé sous silence. Tu liquideras les comptes. Au fond de ton corps se love un autre corps qui est tout tremblant. Le monde tout entier est secoué de tremblements, les étoiles tremblent dans le ciel. Tu rassembles ce qu'il y a de meilleur en toi. Tu te hâtes de faire tes adieux. Es-tu prête, avec un pâle sourire, es-tu prête à devenir un être ailé, à te changer en pierre, en une pierre vieille comme le monde, dure, muette, percée. Pour pouvoir renaître, tu dois t'ensevelir dans le sol avec ton cœur et un miroir.
Et si tu veux voir ton visage, il te faudra pleurer un fleuve de larmes, un fleuve souterrain limoneux qui te révélera ton vrai visage. Es-tu prête à t'envoler? Je ne sais pas. Emmenez-la au 5e étage. Je marchais sur le sentier qui borde le lac comme on va à sa propre exécution. J'étais transi, c'était un soir frais de juin, il brunait. Nous nous assîmes sur des pierres humides, il m'attira à lui. Seuls mes yeux de gazelle trahissaient mon déchirement intérieur, comme d'habitude, mon visage était froid, dur et inexpressif. Il venait de me dire qu'il allait partir pour un long voyage. Tes ongles sont trop longs, tu ne prends pas soin de toi. Je ne réponds pas, cela sonne faux. Il tire de sa poche un couteau suisse et me demande si je vais, oui ou non, me tailler les ongles. Certainement pas, dis-je. Mais pourquoi le prends-tu comme ça? Tu crois que je cherche à porter atteinte à ton intimité? Mais enfin, pourquoi demander à une personne adulte et indépendante de se couper les ongles? Tu veux sûrement insinuer que tu ne détournes pas de moi bien que je sois repoussante. Ma voix est froide, impitoyable, elle tranche comme un couteau. De l'entendre, j'ai encore plus froid, quelque chose est en train de mourir en moi. C'est une simple marque d'intérêt, rien de plus. Ça ne te dégoûte pas? Non, ça me plaît. Tout doucement, il me prend la main. Je le laisse me tailler les ongles. À part ma mère, personne ne l'a jamais fait. Ensuite, il me prend sur ses genoux. J'écarte les jambes et me plaque contre lui. Nous aimions bien rester dans cette position, nos sexes en contact étroit. Malgré le froid qui pénètre en nous, nous sommes excités pour la dernière fois. Baiser sec qui ne réchauffe pas. Je trouve que chaque séparation a un goût de mort et j'ai envie de dire, mais je me tais. J'ai encore manqué une occasion de lui parler. Des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, j'ai voulu dire quelque chose, mais je n'y arrive pas. C'est la dernière demi-heure et je reste muette. Nous nous verrons à mon retour. Bien sûr, je ne pars pas d'ici. Ça y est, les échanges de politesse ont commencé. Avec toute la force de mon orgueil de femme, je m'efforce de retenir mes larmes. Je préférerais mourir que de pleurer à la dernière minute. C'était très bien, dit-il. C'était magnifique d'être avec toi. Pour ne pas pleurer, je compte jusqu'à 10. J'ai réussi. Pour moi, en tout cas, c'était bien. 1, 2, 3, 4, 10. Attention, attention, ne pleure pas. Allez, ma fille, rassemble tes forces. Souviens-toi du cygne parmi les vilains canards. Sois dure et blessante. Tu as perdu le match, mais assène un dernier coup. Tu fais vraiment bien l'amour, dis-je brusquement. Je suis soudain devenue si agressive que je ne me reconnais pas. Sergio est décontenancé. Oui, mais pour moi, notre relation ne se limitait pas au sexe. Bien sûr, dis-je rapidement, en tâchant de lui montrer que je n'en crois pas un mot. Je souris d'un air entendu. Mais, d'après moi, le sexe est la chose la plus importante du monde. Tu n'es pas de mon avis? Il ne répond pas. Ses yeux sont visiblement tristes. Même si cela ne dure que quelques instants, ils expriment un réel chagrin. Il m'a aimé, c'est certain. J'ai pris l'avantage, mais je vais cesser d'être injuste. Il me prend à mon propre jeu. C'est vrai que c'était merveilleux au lit. Je n'avais jamais connu ça. Je reprends mon sourire acide. Sergio s'est renfermé. Il lui tarde de partir. Quel imbécile! Il est sûrement persuadé que la petite femme nerveuse, aux yeux gris, qu'il tient dans ses bras, est une chasseresse impitoyable qui ne pense qu'à son plaisir, qui met les hommes dans son lit, les presse comme de citrons et les abandonne au coin de la rue. C'est assez esclavé. Il y a de quoi rire ou pleurer. 1, 2, 3, 10, je ris. Il s'en va. 10 jours après le départ de Sergio, j'ai déménagé, je n'en pouvais plus d'attendre, alors je n'ai laissé à personne ma nouvelle adresse, ni mon numéro de téléphone. En 2 semaines,
C'est d'abord Sergio, puis mon œil gauche qui m'ont abandonné. Genève est morte aussi et n'est plus qu'un décor de théâtre. Les branches se dessèchent, la neige tombe sur les fleurs du début de l'hiver, les forêts sont désertes. Les souvenirs, les mots, les rues se flétrissent, pâlissent, se vident de leur substance, se transforment en squelettes. Les couleurs, les lignes de la vie s'effacent. Il ne me reste que mes histoires et Michel, et bien sûr, une vue d'Istanbul sur un flacon d'eau de Cologne. Sergio est parti, mais tuer en moi la passion est à la fois aussi facile et aussi impossible que de tuer un oiseau. Tu es là? Oui, ne t'inquiète pas. Ça va pas être facile. Regarde-le. Tu l'as reconnu? On l'a plus, on peut plus comment. La dernière fois que je l'ai vu, sa tête pendait lourdement en avant. Il m'a laissé ses yeux pour que je puisse regarder la vie comme un miracle. Quelle était cette voix qui parlait avec moi dans ma nuit? Ensuite, j'ai reconnu sa voix, ma propre voix, celle qui a pris vie en moi. Finalement, l'aube va se lever. Prends-la, s'il te plaît, accepte-la. C'est ça ton vrai nom? Ce que je craignais le plus, c'était qu'à ce moment-là, il ne lève les yeux et ne me regarde. Avant le lever du jour, tu me livreras 3 fois. Tu es prête? Je ne sais pas. Tu es déjà venu ici? Ne sommes-nous pas tous sortis du même gouffre? Pourtant, si seulement nous avons pu venir ensemble. Regarde-le, regarde-le encore une fois. Tu l'as reconnu maintenant? Il m'a laissé ses yeux parce qu'il n'avait personne à qui les laisser. Avant que ce ne soit mon tour. Es-tu prête à voler? N'aie pas peur. Jette-toi dans le vide. Ce vent, l'aube que tu appelles dans une nuit qui ne laisse même pas passer les mots, c'est une aube nouvelle pour ce monde. Emmène celle-ci au 5e étage. Tu te traîneras sur le ventre parmi les pierres. C'est à ce moment-là que s'ouvrira cette porte qui ne donne que sur demain. La grande parade de couleurs et des heures, des cieux, des déserts va commencer. Que fais-tu par mieux? Je ne sais pas, il ne me restait rien qui s'appelle moi. Pourtant, si seulement nous avions pu venir ensemble. C'est ça son vrai nom? Avant le lever du jour, tu me livreras 3 fois, sans même t'en rendre compte. Fais vite ce que tu as à faire. En fait, j'ai trop de choses à faire. Tiens bon, laisse tomber. Tu te traîneras sur le ventre parmi des pierres grises comme l'être humain. La nuit finira par s'achever. Il naîtra une aube nouvelle. Personne ne viendra. Qui donc était cette voix qui parlait dans la nuit? Un cri qui vous plaque contre les murs au fond des ténèbres. Ensuite, j'ai reconnu ta voix, une voix anonyme qui prenait vie en toi. Tu as arrêté la nuit, tu l'as arrêté pour nous tous. Il est resté immobile, peut-être faisait-il semblant d'être mort. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous finirons ce que le ciel et la terre ont commencé. Il a nié. Tout dépend de toi désormais. Saute, allez, jette-toi dans le vide. Prenant pour la première fois conscience de ton innocence, mais tu as trop tard déployé tes ailes. L'une est dans la lumière et l'autre dans les ténèbres. Ne pleure pas. Déshabille-toi.
Tu n'as pas reconnu l'homme couché sur toi? Tes yeux sont des étoiles humides. Quelle est donc cette voix qui parlait dans ma nuit? Qui parlait? Quand ce sera mon tour, aïe, ça sera difficile. Pourquoi te crispes-tu? Laissez-moi partir. N'aie pas peur, il fallait que je le dise moi-même. N'aie pas peur, tu ne vas pas mourir. La femme pleure. C'est au nom de ces mots en lettres majuscules que tu te débats. Là, dis, que tu racontes et que tu rebondis. Tu es resté en suspens au milieu d'une phrase avant que l'aube ne se lève. Il est parti. Il l'a voulu. Il a même supplié. Tuez-moi, disait-il. Tu m'as laissé tes yeux. Qui est-ce qui parlait alors en notre nom? Les pierres, le vent. Tu as peur? Ne t'inquiète pas. Nous ne resterons pas longtemps. Nous mourrons pour personne. Ne pleure pas. Quand j'ai eu fini, j'étais partie depuis longtemps. Es-tu prête à voler? Non, je ne le suis pas. C'est beaucoup. On va s'arrêter.